Bonjour, donc ce débat qui va suivre, on va parler de l'importance de la prévention des risques en entreprise, notamment dans l'agroalimentaire. Alors pour en parler, j'ai 4 invités autour de moi. Tout d'abord, Frédéric Huon, vous êtes responsable CFDT du pays de Morlaix. Ensuite, Jean-Luc Cade, vous êtes directeur général de l'ABEA. On verra tout à l'heure que c'est l'association bretonne des industries agroalimentaires. Florent Arnaud, vous êtes chargé de mission à la RAC Bretagne. Et enfin, Thierry Balanec, vous êtes ingénieur conseil régional, directeur des risques professionnels à la CARSAT Bretagne. Alors Thierry Balanec, je reste tourné vers vous. Est-ce que déjà, pour le départ, vous pouvez nous planter un petit peu le décor? Quels sont les enjeux de la santé au travail? Tout à fait. Alors dans notre position d'assureur, ce rôle que joue la CARSAT Bretagne sur le champ des risques professionnels, c'est vrai qu'on comptabilise un certain nombre de choses et de chiffres à la fois micro, macro chaque année. L'enjeu, pour planter le décor, l'enjeu annuel, le budget accident du travail en région Bretagne annuellement est de l'ordre de 300 millions d'euros. À peu près pour moitié pour couvrir la réparation liée aux accidents du travail, à peu près 40% pour la réparation liée aux maladies professionnelles et 10% pour les accidents du trajet. Vous avez l'ensemble des 3 risques que nous couvrons au titre de cette assurance. Sur des choses un petit peu plus précises, peut-être des chiffres concernant les accidents du travail en particulier, vous pouvez retenir que 4 salariés sur 100, en moyenne chaque année, toute activité, tout secteur d'activité confondu, sont victimes d'un accident du travail avec carré. Voilà, pour planter les choses. On est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Par contre, du côté des maladies professionnelles, on est sur une sursinistralité importante et je pense qu'on va avoir l'occasion de le développer ensemble. Donc l'enjeu, c'est 300 millions quelque part. C'est un peu l'enjeu, si on parle de performance. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est ça, c'est 300 millions et 4 salariés sur 100. Tout à fait. Les 2 chiffres à retenir. 300 millions d'euros, voilà, qui sont notifiés chaque année aux entreprises sous forme de taux de cotisation, d'appels à cotisation en début d'année. Ces appels à cotisation étant différenciés, 1 selon les secteurs d'activité, 2 selon la taille de l'entreprise. Une entreprise de plus de 150 salariés, et je crois qu'il y en a beaucoup dans le secteur de l'agroalimentaire, sont au taux propre. Donc toutes les conséquences financières des accidents du travail, des maladies professionnelles et accidents de trajet sont refacturées aux entreprises dans les années qui suivent la reconnaissance de ces sinistres. Il y a des disparités dans les métiers? Il y a des disparités, oui, dans les métiers. Et pour prendre 2 ou 3 exemples, le secteur du bâtiment reste, malgré tous les progrès qui ont pu être faits, un secteur qui est très concerné malheureusement par la sinistralité AT-MP. Le secteur agroalimentaire, sur le plan des AT-MP, est un petit peu au-dessus de la moyenne en AT, nettement au-dessus, malheureusement, sur les MP, et en particulier du fait du taux de reconnaissance important des TMS, troubles musculo-squelettiques. Oui, donc c'est vraiment les TMS qui prennent une part importante dans le domaine de l'agro. Hein. Les TMS dans l'agro, voilà, sont très importantes, prennent une place importante socialement, humainement et économiquement. Je crois qu'on est sur l'ensemble de ces enjeux. Alors, Florent Arnaud, pardon, je me tourne vers vous. Quel est le rôle d'un organisme comme le vôtre? Alors, la RACT Bretagne, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, notre mission, c'est d'améliorer les conditions de travail, à la fois pour développer la performance des organisations, des entreprises, mais aussi pour le bien-être au travail des salariés, la prévention des risques professionnels. Voilà. Donc ça, c'est votre fonction. Donc là, voilà. Justement, je peux vous poser la question de savoir comment vous jugez cette qualité de vie au travail. Et les chiffres qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous en pensez? Alors la question de la qualité de vie au travail est plus difficilement appréhendable par des chiffres, dans la mesure où ça ne renvoie pas uniquement aux maladies professionnelles déclarées ou aux accidents du travail. C'est une notion plus large qui renvoie d'abord à une perception. C'est ce que l'accord interprofessionnel qui a été signé en 2013 par les partenaires sociaux évoque, précise bien que la question de la qualité de vie au travail renvoie à une perception individuelle et ou collective qui a à voir avec tout le contexte de l'entreprise, à la fois les relations au travail, la qualité de l'environnement de travail, la qualité de l'information partagée entre la direction et les salariés, également la qualité du contenu du travail lui-même, les conditions aussi d'accueil, d'intégration, de management, enfin, toutes ces dimensions-là font partie des déterminants qui font qu'au final, on considère qu'on a une bonne ou une moins bonne qualité de vie au travail. Donc vous vous doutez du coup qu'on ne peut pas
dire si cette qualité de vie au travail, elle est bonne ou mauvaise dans les entreprises. Ça s'apprécie à chaque fois, au cas par cas, dans chaque structure. Oui, ça serait un petit peu simpliste en fait. Ça On ne serait peut pas trop résumer facile. de façon aussi simple. On verra peut-être tout à l'heure s'il y a des outils, des méthodes justement que vous pourrez nous donner pour avancer là-dessus. Est-ce que dans le domaine de l'agroalimentaire, il y a des tendances aujourd'hui sur le terrain? Est-ce qu'il y a du stress, du psychosocial? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? L'agroalimentaire, comme l'ensemble des entreprises, sont confrontées, peuvent effectivement être concernés par les maladies professionnelles ou les accidents du travail, mais je dirais pas plus l'agroalimentaire que les autres entreprises. Là, peut-être la différence, c'est qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, et donc dès lors qu'on a un engagement physique au travail, ça mobilise le corps, mais aussi tout ce qui est du côté de la stratégie d'action. Donc il y a des manifestations sur le corps, mais aussi quand à un moment donné les choses deviennent trop tendues, en termes de délai, en termes de difficulté à faire vite et bien, à faire qualité et précis, ça se traduit aussi par des contraintes sur le plan psychique. Donc aussi ce qu'on peut appeler les risques psychosociaux. Mais les deux les TMS ou les risques psychosociaux sont intimement liés. Et donc c'est des sujets qu'on retrouve effectivement dans l'agroalimentaire, mais comme dans les autres secteurs. Alors, quelles solutions il faudrait apporter? Quelles solutions vous apportez? Quelles recettes? C'est pas uniquement de la formation, j'imagine, mais c'est quoi? Il n'y a pas de recette. Après, pour reprendre le terme culinaire, il y a des ingrédients, je dirais. Un des points clés pour réussir en prévention, c'est avoir une approche globale des situations de travail et du sujet. Quand on est au travail, on n'engage pas que son corps, mais on engage aussi sa pensée, sa capacité à travailler avec d'autres, sa capacité à comprendre ce qui est attendu de nous, à mettre en œuvre des savoir-faire. Donc cette approche globale ne se limite pas à une approche seulement des aspects matériels du poste de travail, mais c'est aussi de voir comment est organisé le travail, comment on se situe dans un flux de production, comment on va être accompagné, soutenu par son encadrement de proximité. Est-ce que notre formation est adaptée aux tâches qu'on nous demande? Si on nous demande de plus en plus, les entreprises, pour s'adapter aux contraintes du marché, peuvent être en attente de davantage de polyvalence des salariés, de salariés engagés dans leur travail. Et donc ça pose la question de savoir les moyens qui vont être mis en œuvre dans l'entreprise pour accueillir, intégrer, former, manager et plus globalement la manière dont va être organisé le travail au quotidien, en prenant bien en compte la réalité de ce qui se fait sur le terrain. Souvent, ce n'est pas évident. On peut avoir une représentation de ce qu'est le travail, de comment ça se passe sur le terrain, et dès lors qu'on arrive à mettre les échanges entre la direction, les salariés, les équipes de proximité sur comment ça se passe en vrai dans le travail, les difficultés, les réussites, c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc c'est un travail qui se fait, l'amélioration des conditions de travail, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à plusieurs. Alors justement, vous avez parlé des entreprises. Je me tourne vers Monsieur Cad, l'association bretonne des industries agroalimentaires. Pour vous, quels sont les enjeux et quelque part les conséquences pour un entrepreneur? C'est quoi? C'est l'absentéisme? Je voudrais, puisque vous êtes parti sur des chiffres d'emblée dans le débat, et vous avez raison. Il ne s'agit pas du côté des entreprises et de leurs responsables d'ignorer évidemment le moindrement l'importance de ces chiffres. Et l'importance de ces chiffres signale bien qu'il y a une réalité économique industrielle qui est là en premier lieu. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'accident du travail, il n'y aurait pas de maladie professionnelle s'il n'y avait pas d'activité. En Bretagne, c'est 1600 entreprises à l'agroalimentaire, c'est plus de 60 000 salariés. C'est surtout, je pense que c'est une industrie qui s'est constituée de manière assez jeune. Jeune, je veux dire, depuis les années 50, mais surtout 60, avec notamment le développement de la grande distribution. Et les industriels agroalimentaires de ces années, 60, 70, 80, ont construit leur projet industriel sur la base de méthodes déjà très rationnelles. Ce sont des méthodes qui étaient utilisées déjà depuis plus de 50 ans dans des univers technologiques ou dans des univers de l'industrie métallique, de l'industrie automobile, avec ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore le juste à temps, avec des méthodes vraiment de rationalisation. Autrement dit, on a été très très vite sur ces modes de production. Évidemment que
que l'introduction rapide de ces méthodes industrielles ont eu un impact, malheureusement, sur la santé, sur l'organisation. Et je pense que tout le travail qui est fait depuis au moins, alors Florent le sait puisqu'il participe avec nous à des travaux depuis maintenant un certain temps, enfin, depuis au moins une vingtaine d'années, la prise de conscience, elle est forte, je dirais même elle est totale, elle n'est peut-être pas encore totale dans toutes les entreprises, mais elle est là. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, il est d'abord humain, il est économique, et l'agroalimentaire n'échappe pas à ça. Je lisais hier soir, l'Agence européenne de santé dit que la perte en PIB, produit industriel brut, de l'Europe en raison de ces questions de santé au travail est de l'ordre de 2,5 à 3,5, ce qui est absolument énorme. On parle là de milliards d'euros. Enfin, donc économiquement, il y a un enjeu énorme. M. Balanec le rappelait, c'est pour la collectivité, pour l'entreprise, pour les salariés eux-mêmes. On est bien dans une perte profonde de valeur lorsque ne sont pas pris en compte suffisamment les questions de santé au travail. Donc ça, vous avez la conscience de la problématique. Comment on gère ces difficultés-là ? Comment on avance dans les entreprises ? Il faudrait mettre plus de contraintes ? Alors, le législateur, le politique prend ses responsabilités. Nous, en tout cas, l'histoire a montré que les travaux qui amènent le plus de résultats sont des travaux incitatifs, sont des travaux qui demandent d'aller chercher la notion de rapport et de dialogue social, parce que ça, on est complètement convaincus, et les entreprises qui avancent bien sur ces sujets-là savent qu'ils ne peuvent rien avancer d'important dans ce domaine sans coopération, sans dialogue avec les salariés. Et puis M. Huon dira peut-être, a raison, je ne sais pas, c'est aussi avec les syndicats de salariés. Il y a les salariés, les entreprises s'en occupent, mais il y a bien sûr les organisations syndicales avec qui on doit organiser un dialogue. Donc la question de la santé au travail, c'est une question complexe, au sens où elle fait intervenir multifacteurs. Elle doit donc être gérée également avec des points de vue et des analyses d'origine différentes. L'entreprise, le dirigeant, les responsables ont évidemment tout leur rôle, mais aussi les salariés. Juste avant de passer la parole à M. Huon, vous êtes spécialisé dans la partie agroalimentaire. Est-ce que pour les autres métiers, à votre connaissance, c'est les mêmes contraintes, les mêmes problématiques ? Alors, ce que je ne connais pas bien en tout cas, ce que l'on a vu arriver depuis quelques années, c'est quelque chose qui apparaît maintenant au deuxième rang des causes de maladies professionnelles, qui est ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et ces risques et ces problèmes sont arrivés dans des secteurs qui ne sont pas sont arrivés, ils sont présents partout. Mais en tout cas, ils sont arrivés avec la haute technologie, enfin des entreprises de télécommunications, etc. Là où on pouvait penser que le risque professionnel, finalement, dès lors qu'on parlait de bureau, qu'on voyait des gens et qu'on imaginait leur qualité de vie au travail, comparé naïvement à un environnement de travail industriel, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas possible. Or, c'est là qu'il y a maintenant une dizaine d'années, on a découvert tout un pan de maladies professionnelles. Alors, tout ça interréagit, c'est bien complexe. Mais le risque psychosocial, le bien-être ou la qualité de vie au travail, elle se joue dans le management de l'organisation du travail, dans les relations au quotidien, et elle provoque jusqu'à la mort au travail. C'est des titres d'articles qu'on a vus à un moment donné dans la presse. Donc je veux dire, l'industrie n'est pas évidemment ni absent de ces questions
risques psychosociaux et de bien-être au travail. D'ailleurs, on y travaille, si on revient un petit peu sur ce sujet-là, on y travaille avec les partenaires comme CARSAT, syndicat de salariés et ARACT. Mais le sujet n'est pas exclusivement évidemment industriel et surtout pas agroalimentaire. Alors, Monsieur Huon, je me retourne vers vous. On a parlé de représentants des salariés. De votre côté, vous le jugez comment cette qualité de vie au travail? Et puis, quelque part, on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a une tendance à l'amélioration ou pas? Alors, je vais à la fois peut-être faire on est en Bretagne, mais peut-être une réponse de Normand. C'est-à-dire que globalement, j'aurais tendance à dire quand même que sur les dernières années, la qualité de vie au travail s'est quand même détériorée. Je vais expliquer un tout petit peu pourquoi. Mais à la fois, comme a dit M. Cad aussi, j'aurais tendance à relativiser, puisque en fait, dans des entreprises où le dialogue social globalement est solide et constructif, on voit quand même que effectivement, il y a des choses qui tendent à l'amélioration. Concernant les éléments qui ont pu être un tout petit peu défavorables, on va dire, à la qualité de vie au travail, à des modes globalement de production ou d'organisation qui ont été mis en place, le Lean par exemple, qui à l'origine, on va dire, a sans doute des effets louables ou qui sont souvent présentés de manière à ce que le salarié participe quand même beaucoup à la réflexion sur son travail, à un certain nombre de choses, donc où l'entreprise répond en partie à ses besoins, mais quelque part qui a tendance à l'enfermer un tout petit peu dans un carcan, à supprimer ses déplacements parce qu'en fait c'est estimé comme étant un gaspillage de temps, alors qu'en fait notamment ces déplacements sont souvent salutaires en termes de posture, de pouvoir relâcher un peu son corps dans ces activités-là. Et en ce sens, ça a quand même plutôt tendance à intensifier l'activité des salariés. C'est ça qui a fait essentiellement le point sur les ressentis et l'apparition de TMS notamment. Mais il n'y a pas que ça, on a plus individualisé le travail aussi, ce qui fait que les collectifs se sont un tout petit peu désagrégés, les solidarités s'exercent moins, et en fait c'est des aspects qui sont sans doute à rééquilibrer dans un proche avenir. Il y a d'autres éléments, des open space qui ont pu être pensés ou plus ou moins bien pensés. On peut penser aussi aux nouvelles technologies de l'information et de la communication avec le lien ou la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui est beaucoup moins distincte qu'avant. Donc c'est sur ces éléments-là surtout qu'on peut estimer qu'il y a une érosion globalement quand même de la qualité de vie au travail. Et tous ces éléments-là, ça affecte, d'après vous, la performance globale de l'entreprise? Pour la performance globale de l'entreprise, c'est clair qu'à partir du moment où il y a un salarié qui est absent, qu'il faut le remplacer, qu'il y a une perte de compétences, il y a du coup une perte de productivité, que globalement il peut y avoir un turnover, qu'on peut arriver à des situations où les personnes ne reprennent pas leur activité. Donc clairement, oui, effectivement, c'est un enjeu majeur et pour l'entreprise et pour le salarié de pouvoir maintenir les personnels en poste. Alors vous avez cité quelques exemples de freins, de problématiques, d'évolution des mœurs quelque part, hein, le lean, etc. Est-ce que vous avez des exemples de choses qu'il faudrait faire? Parce que c'est un petit peu qu'il n'aurait pas fallu faire quelque part, même si le lean, on est un peu obligé d'en faire. Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les choses qu'il faudrait mettre en place? Sur tous les éléments qui peuvent être pensés, il y a souvent des effets pervers qu'on ne mesure pas à l'origine. Je pense que les entreprises, ce qu'il faudrait en fait établir sur ce domaine de la santé au travail, c'est plutôt une vision de moyen terme et de long terme, alors que les entreprises fonctionnent plutôt pour être, je pense, assez court-termistes, notamment dans la façon dont elles construisent des évaluations globalement sur des retours sur investissement. Le retour sur investissement dans la santé au travail, ça reste quelque chose qui est difficilement palpable financièrement, qui est difficilement
quantifiable, on va dire. On n'a pas un retour forcément sur 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Voilà, on ne peut pas le certifier, on peut pas. Mais par contre, on sait que là, c'est aussi des chiffres qui sont souvent avancés. C'est que globalement, pour 1 euro investi dans les conditions de travail, le retour moyen est de 2,20 euros, et peut monter souvent bien au-delà de ça. Donc, c'est quelque chose dont il faut se saisir et que globalement, l'entreprise doit avoir un tout petit peu plus à moyen et long terme. Pour en revenir à la question sur effectivement ce qu'il faudrait faire, je pense qu'il y a des choses qui sont à disposition. C'est pas une recette, c'est des ingrédients, comme disait Florent tout à l'heure, qui vont être sur des disciplines. Moi, il y a une discipline sur laquelle je crois beaucoup, sur l'ergonomie, de s'attacher à observer l'activité réelle, telle que les gens, tels que les salariés vivent leur situation de travail, plutôt que d'analyser une situation que l'on pense être celle des personnes. Il faut vraiment s'attacher à observer le travail réel. Je pense qu'il y a aussi beaucoup, sans doute, à réfléchir entre les partenaires industriels et globalement les transformateurs, notamment sur les machines, etc., pour bien penser l'activité humaine autour de ces machines. C'est un élément qui me semble important. Le partenariat, Monsieur Cad l'a dit tout à l'heure, et la CFDT s'inscrit pleinement dans cette idée de dialogue social, parce que c'est un élément fondamental pour pouvoir avancer et de concilier et les intérêts de l'entreprise et les intérêts des salariés. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte. Je pense qu'il faut aussi être sensible à l'ensemble des problématiques de santé au travail et puis d'agir très rapidement dessus. C'est-à-dire que dès que l'on détecte que quelqu'un est en souffrance, qu'il faut effectivement tout de suite engager des enquêtes et s'attacher à trouver effectivement les problématiques qui ont mené à cet arrêt. Parce que, comme je disais, conciliation en fait des intérêts des salariés et des intérêts des entreprises, c'est un des credos de la CFDT. On est très très attaché aussi à la sécurisation des parcours professionnels. Et globalement, dans les industries agroalimentaires, on va dire quand même il tourne aussi beaucoup au fait de pouvoir se maintenir en activité toute sa carrière. Et j'ai un credo profond, c'est que je suis à peu près sûr que les entreprises qui se sont déjà tournées, mais qui veulent se tourner dès maintenant sur ces aspects de conditions de travail, d'amélioration des conditions de travail, seront les entreprises que l'on verra dans une dizaine d'années et qui seront en bonne santé. Alors, Monsieur Balanec, je me tourne vers vous. On vient d'entendre plein d'exemples. C'est visiblement pas si évident que ça. Est-ce qu'il existe des outils, des fiches, des plans, des moyens d'aider les entreprises et de comprendre un petit peu ce qu'il faut mettre en place? Oui, peut-être avant de répondre plus précisément à votre question, peut-être quand on entend Monsieur Huron, Monsieur Cad, on voit bien que la santé au travail, qui rejoint la performance globale de l'entreprise, ça se joue dans l'entreprise. Là, ça se joue à travers le dialogue social. Alors, si tout était idéal, il n'y aurait peut-être plus besoin aujourd'hui de la RAC, ni de la CARSAT, ni d'autres acteurs de la santé au travail. Je crois qu'il y a encore pas mal de choses à faire. On est là pour se le dire. Donc, chacun avec nos prérogatives extérieures à l'entreprise. À RAC, CARSAT, nous intervenons. Du côté de la CARSAT, avant de parler des aides financières, j'y reviendrai après. Je crois que sans parler de financement, oui. Voilà, mais notre mission à nous, voilà, c'est d'être au quotidien. Nous sommes un petit peu plus de 40 pour tout ou partie de ces 40 collègues, soit ingénieurs conseils, soit techniciens conseils, contrôleurs de sécurité. C'est d'être le plus possible au quotidien dans les entreprises, soit pour travailler sur des projets avec l'entreprise, des projets de conception, construction neuve, des projets d'installation de lignes. C'est aussi des approches que nous avons en parallèle sur des risques. On a parlé de TMS à plusieurs reprises. Voilà, on a aussi des entrées par risque qui se font, en particulier dans le secteur agroalimentaire. On a beaucoup de choses à faire. On essaye de venir, nous, avec de notre savoir-faire à nous, des compétences dans tel ou tel domaine. On a parlé de l'ergonomie, on pourrait parler aussi de compétences, par exemple, en thermique, en ventilation, qui peuvent être utiles pour des projets de conception dans le secteur agroalimentaire. Et puis je crois qu'on s'est organisé depuis pas mal d'années par secteur d'activité. Donc il y a une équipe
vraiment qui connaît très très bien les industries agroalimentaires, leurs enjeux, et qui intervient, je me répète, au quotidien dans les entreprises pour aider les entreprises à faire savoir aussi, quand certaines entreprises partent de loin, savoir ce qui peut se faire dans le secteur, dire globalement quel est l'état de l'art de la prévention et de la santé au travail dans leur secteur d'activité. Et le fait d'être sur ce terrain, honnêtement, je crois, favorise cette dynamique qui doit s'installer absolument. Et concrètement, ça se passe comment ? J'ai une entreprise de 50, 100 personnes. Oui. Je vous appelle. Comment ça se passe ? Vous nous appelez, oui. Je ne vous garantis pas qu'on peut faire face à toutes les sollicitations, parce qu'elles peuvent être de nature différente. Mais en tout cas, s'il y a un gros projet dans l'entreprise qui est important pour l'avenir, surtout appelez-nous. S'il y a une difficulté majeure dans l'entreprise, vous pouvez nous appeler aussi. Ça ne veut pas dire, et on est là pour essayer de voir quel est le sujet, ça ne veut pas dire qu'on va être le sachant et l'expert sachant à tous les coups, aider l'entreprise à résoudre ce problème particulier, mais en tout cas on s'engagera à aiguiller peut-être vers d'autres compétences, peut-être vers la RACT ou d'autres. On est là pour ça dans notre mission de prévention qui globalement rentre dans le cadre de cette mission d'assureur qui est la nôtre. Vous avez cité le côté financier. Côté financier. Il y a des aides financières. Il y a quelques aides financières. Alors elles sont beaucoup plus, elles sont très concentrées sur les TPE-PME, en particulier les moins de 50 salariés, avec un dispositif qui s'appelle les aides financières simplifiées. On est là plutôt pour aider en générique à faire développer tel ou tel type d'équipement dans l'entreprise. On attend, ça c'est peut-être quelque chose qui me semble intéressant à dire aussi, une AFS TMS qui pourra permettre d'aider l'entreprise à mener des études. Alors toujours des entreprises de moins de 50 salariés, donc c'est vrai que ça limite le champ, mais malgré tout je crois que c'est important. De l'aide aussi à l'investissement. Dans quelques mois ça devrait voir le jour, c'est une décision nationale. Et puis il y a un autre système d'aide qui existe aussi, qui concerne quelques gros projets de cette fois, et qui peut s'adresser à des entreprises de moins de 200 salariés. Vous voyez là on ouvre le champ, les financements sont moins nombreux, mais on est sur des projets beaucoup plus importants. Voilà. Je me tourne du côté ARACT, il y a aussi des outils qui existent de votre côté ? Alors, nous, notre approche est plutôt sous forme de conseil, d'appui en conseil auprès d'entreprises qui font appel à nous. C'est un peu le point de départ. Après, je rebondirais bien sur la notion du travail partenarial et puis aussi d'articuler le travail qui peut être fait dans l'entreprise par elle-même et puis de venir, en tant que préventeur, venir en appui pour compléter ce travail-là. On a travaillé avec la BEA, notamment là, depuis un certain nombre d'années, au départ en expérimentation d'une nouvelle manière de travailler à partir de 2004 sur des clubs d'échange de pratiques entre entreprises. Le point de départ, c'était de se dire les choses se font dans les entreprises. Par contre, peut-être qu'avec une aide à l'animation, à la mise en perspective de ce qui est fait, en discutant de ce qui marche moins bien, entre acteurs d'entreprise, c'était là l'occasion de prolonger les actions faites par les uns et les autres, de faire des apports ciblés sur de la méthode, sur le sujet, et puis au fil du temps, par des réunions régulières qui se déroulent dans chacune des entreprises, l'idée c'était d'enrôler, de soutenir l'action de chacun par l'échange de pratiques entre pairs. Quand on entend un de ses confrères parler de ce qu'il a commencé à essayer de faire chez lui, de ses réussites et de ses difficultés, on est plus à l'écoute que quand c'est l'expert externe qui, des fois, vient dire ce qu'il faudrait ou ne faudrait pas faire. Une sorte de réseau social des préventions des risques. Qu'on a un peu initié, puis qui se poursuit avec la BEA. Ce qui est intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est qu'au départ, c'était centré sur l'approche prévention des TMS. Et désormais, l'appellation a été élargie, santé au travail et qualité de vie au travail. Et ça se fait aussi avec l'appui de consultants. On a comme mission à la RAC d'initier, d'expérimenter des nouvelles formes d'action, puis ensuite de diffuser. Et là, ce travail se poursuit avec la BEA, et nous, on continue de suivre les choses au travers d'un comité de pilotage où on retrouve la CARSAT, la MSA, les services du travail qui apportent aussi une contribution financière, et puis la BEA, et les organisations syndicales aussi qui sont présentes. On a aussi renforcé ce côté-là d'enrôlement de l'ensemble des acteurs, direction, représentants des salariés, sans oublier la contribution aussi des expertises des uns ou des autres, en tant que préventeur institutionnel. Écoutez, on a démarré ce débat avec quelques chiffres. On va peut-être les terminer avec vous, M. Balanec, sur un autre chiffre. On a parlé de 300 millions au début.
Si j'ai bien noté, la solution idéale, c'est le dialogue social. Visiblement, tout le monde est d'accord. On va même avoir un réseau social de dialogue social sur la prévention des risques. Si tout ça, ça se met en œuvre, que toutes ces aides, ces bonnes pratiques sont mises en œuvre, on peut arriver à réduire la facture, entre guillemets, de 300 millions de combien en combien de temps? Oui, je crois que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette question. La prévention et la santé au travail s'inscrivent dans la durée. Je crois qu'à travers tous les exemples qui ont été évoqués, on voit bien, vu l'importance des enjeux, que voilà, ça ne peut que s'inscrire dans la durée, que ça renvoie à l'organisation de l'entreprise, à des convictions partagées entre la direction, le chef d'entreprise et les salariés, ses représentants. Voilà, clairement, c'est un travail qui est ancré dans la durée, c'est évident. En particulier, si on s'attelle à la prévention des TMS, parce que la prévention des TMS renvoie à l'organisation du travail et bien au-delà, peut renvoyer aussi, ça a été dit tout à l'heure par M. Cad, à d'autres enjeux, notamment les risques psychosociaux. Tout ceci est mêlé. Voilà. Donc on est vraiment sur je dirais, un ancrage dans la durée pour prétendre, à un moment donné, infléchir les choses. Voilà. Mais en tout cas, on est sur un enjeu économique qui est majeur. Peut-être pour redonner un exemple de choses précises, quand on dit appel à cotisation, je l'ai dit tout à l'heure au tout début, ça se fait un appel à cotisation en début d'année pour toutes les entreprises, c'est notre rôle à nous. Quand on appelle à cotisation, par exemple, à hauteur de 2,5%, c'est sur la masse salariale de l'entreprise, d'accord ? Si les résultats de l'entreprise ne sont pas très bons pendant quelques années, on peut passer de 2,5 à 2,7, 2,8, 3%, voire plus, vous voyez ? Et on est directement sur un appel à cotisation masse salariale. Donc on est vraiment quand on parle de santé au travail, d'accidents du travail, de maladies professionnelles, on est bien au cœur de l'économie, de l'entreprise, comme on l'a, je pense, dit ensemble aujourd'hui. D'où le thème de ce débat, performance globale et santé au travail. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup.